Je m'appelle Florian Beaufumé, ce que j'aime c'est développer. En ce moment au bureau je fais du microservice et à la maison c'est plutôt du Kotlin, du GraphQL et de l'Angular. Je suis freelance depuis 13 ans et aussi un brown bag launcher, c'est-à-dire que je peux venir dans votre société sur la pause de midi donner mes différentes présentations techniques juste en échange du sandwich. Mes autres présentations sont sur mon SlideShare et j'ajouterai celle-ci dans quelques jours. Alors, les microservices. Vous connaissez certainement déjà le principe. On l'oppose typiquement au monolithe. Le monolithe, on a notre application qui est sous forme d'un package, d'un livrable, un WAR, un ER, ce qu'on veut, qui contient l'ensemble des fonctionnalités. Donc ici, le triangle vert, la croix verte, le triangle rouge et la patate grise, et qui accède à une base de données dans laquelle il y a toutes les données. En comparaison, le microservice, on va éclater ça en périmètres fonctionnels distincts qui vont former les microservices de notre application. Donc chacun accède à sa base de données. Le module fonctionnel de croix verte accède à sa base spécifique. Et là, dans notre cas particulier, on a en plus deux instances de la partie triangle rouge. Globalement, notre architecture en microservices, elle est composée de ces services qui ont plusieurs caractéristiques, donc qui sont indépendants, donc chacun a son propre cycle de vie. On va le réaliser à sa propre vitesse, ou pas le réaliser dans ses propres sprints de développement. Chacun est limité, il y a comme cette idée que c'est petit pour que ce soit maintenable et facile à faire évoluer, avec une orientation métier. Le but c'est que ça forme un périmètre cohérent, c'est ce qui le rend bien autonome par rapport au reste. Et évidemment, ils communiquent tous de façon synchrone, ou asynchrone, donc de HTTP, du Kafka, ce qu'on veut, pour offrir des fonctionnalités de haut niveau. Alors, pourquoi faire du microservice? Il y a pas mal d'avantages. La première motivation, c'est peut-être la gestion de la complexité logicielle. Une grosse application, vous allez avoir vos dizaines de développeurs qui vont travailler dessus. À un moment donné, ça va être compliqué de coordonner tout le monde sur la date de livraison. Si une des équipes n'est pas finie son dev, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décale tout le monde ou pas? C'est un problème. Est-ce qu'on annule cette fonctionnalité? Mais ça peut avoir d'autres impacts ailleurs, donc ça devient vraiment compliqué. Une approche en microservice va servir à remplacer un très, voire trop gros problème qu'on a du mal à résoudre en plusieurs petits qu'on va savoir résoudre. Par exemple, avec des cycles de développement indépendants. Des livraisons unitaires simplifiées. On va déployer microservice par microservice quand il est prêt. Donc une livraison plus facile et moins risquée, parce qu'on ne change que ça dans l'application. Il y a aussi des avantages opérationnels. Un crash d'une application va être limité à notre microservice, précisément notre instance de microservice. On peut apporter une configuration plus fine, des flags de JVM, par exemple, changer le garbage collecting, des réglages mémoire, etc. On peut aussi scaler, donc augmenter le nombre d'instances de chaque microservice en fonction du besoin. Tel microservice est plus important pour solliciter qu'un autre, de contraintes de disponibilité, on va en mettre plus d'instances que l'autre. Bien réalisé, ça permet de rendre les applications globalement plus robustes. Et puis d'autres avantages sur le développement, ça facilite les migrations techniques. Quand on a une grosse application, on a tous un petit peu le stress de devoir faire migrer le socle, changer une version majeure d'un framework ou passer d'une base relationnelle à MongoDB par exemple. Ça peut être extrêmement risqué, du coup on ne va pas le faire, ou alors en effet tunnel, pendant 6 mois faire une autre. Là on peut envisager des migrations, microservice par microservice, laisser de la confiance et diminuer le risque. Puis ça permet aussi de faire, si on le souhaite, de la programmation polyglotte. Un microservice en Java, un autre en Kotlin, un autre en autre, etc. Évidemment tout ça c'est pas gratuit. Il y a des limitations, il y a des inconvénients. Déjà un effort de conception, il va falloir être capable d'identifier ces microservices, ça peut évoluer dans le temps. Les découper, et aussi découper leurs données. Ça, c'est pas trivial du tout. Bien sûr, l'application devient distribuée, il va falloir mettre en place toute cette couche de communication entre les microservices. C'est aussi un effort significatif. La gestion de la cohérence de données change. Avant, on avait une table avec des foreign keys, l'intégrité entre les données, et les relations entre ces différentes entités étaient assurées par la base de données. Là, les bases sont disjointes, sont séparées. Il va falloir utiliser d'autres mécanismes pour assurer l'intégrité entre nos différentes bases. Ça nécessite d'avoir une bonne forge logicielle, une intégration continue. Il va falloir automatiser un maximum de choses. Ce qu'on pouvait faire éventuellement à la main pour un livrable, on ne va pas le faire pour 10, 20, pour 30 microservices par exemple. De la même façon, l'application elle est distribuée, les besoins de monitoring vont être renforcés. Au final, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ça dépend, c'est différent. Quels sont les besoins pour votre application?
Maintenant que vous fassiez du microservice à proprement parler, ou juste que vous ayez des applications distribuées ou même des applications communicantes, la suite de ce qu'on va voir peut vous intéresser. En termes de solutions, dans notre cas, il y en a deux principales. Spring d'un côté, Kubernetes de l'autre. Alors Spring, c'est essentiellement basé sur la JVM. Tant qu'on va écrire du Java, du Kotlin, ça va bien se passer. Si on veut utiliser d'autres langages, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il y a une forme d'adhérence par rapport au langage. Par contre, on est neutre par rapport à la plateforme. Donc ça va tourner aussi bien sur de la VM brute que du Docker, que du Tomcat, Glassfish, ce que vous voulez. Après, à l'intérieur, c'est basé sur typiquement des applications Spring Boot qui utilisent les différentes librairies de Spring Cloud pour apporter ces fonctionnalités de communication et distribution. Et souvent, dans les couches basses, c'est des librairies Netflix qui est assez précurseur sur tout ce qui est microservices. Vous, ce que vous voyez concrètement, ça va être du Spring Cloud. En face, on a Kubernetes et Istio. C'est aussi extrêmement puissant, ça apporte plein de fonctionnalités. Là, l'approche, c'est un petit peu le contraire de ce qu'a fait Spring, dans le sens où on est neutre par rapport au langage, c'est pouvoir avoir des microservices en Go, en Node, en Java, ce que vous voulez. Par contre, on est adhérent par rapport à la plateforme. Il va vous falloir Kubernetes. C'est encore mieux si vous avez Istio. Istio apporte cette couche de communication intelligente. Donc moi, je vais parler juste de Spring Cloud. Donc deux approches différentes. Côté Spring, on va écrire un peu plus de code, et côté Kubernetes, on va écrire un peu plus de YAML. Donc, vous de si vous voulez. Les deux sont intéressants. En termes de solutions. Donc Spring Cloud, c'est tout ça. On va pas parler de tout. À la base, ça s'adresse aux applications cloud natives. Je vais m'intéresser uniquement à quelques-uns des projets de la famille Spring Cloud, ou plus spécifiquement sur cette couche de communication entre nos microservices. Alors prenons un exemple extrêmement simple, une application d'e-commerce. On a deux microservices, un microservice de stock, donc c'est les produits que je vends, et un microservice order, c'est des commandes d'achat. Donc c'est accédé depuis l'extérieur. Chaque application, c'est une application Spring Boot, chacun a sa base de données. Donc là, c'est du H2 par exemple, une base in-memory, et là, c'est du Mongo. Dans mon cas, c'est aussi une base in-memory pour simplifier la vie. Appelé depuis l'extérieur, un frontal web, une application mobile. Et dans notre cas, ils sont appelés de l'extérieur et on a aussi order qui communique avec stock. Quand on va soumettre une commande pour un utilisateur, il va falloir mettre le stock à jour. On décroît le stock du nombre correspondant d'articles de la commande, éventuellement refuser la commande ou pas encore la valider parce qu'il n'y a pas assez d'articles dans le stock. Donc ça, c'est la vision naïve. Je vais commencer à rajouter des briques techniques. Donc là, en sorte de bleu. Donc la gateway. On n'a pas forcément envie que toutes les API exposées par nos microservices soient vues depuis l'extérieur. On va certainement avoir besoin de ce genre d'éléments intermédiaires, la gateway, qui va servir à filtrer et dispatcher les requêtes. C'est une application Spring Boot qui est basée sur Spring Cloud Gateway, qui apporte cette fonctionnalité. Ça va savoir router les requêtes en fonction de règles de routage sur les différents microservices. Et puis on peut lui apporter de la valeur ajoutée technique à ce composant-là. Ça peut faire office de premier rideau de sécurité, vérifier des credentials par exemple. Ça peut loguer des temps de réponse, ça peut écrire des statistiques, ça peut aussi compter le nombre de requêtes pour ensuite un service de facturation si on vend l'API. Donc tout ce genre de fonctionnalités. Deuxièmement, on va rajouter un service registré. Donc lui, il est basé sur Netflix Eureka, sur l'application Spring Boot aussi. La gateway, elle a besoin de pouvoir déléguer les appels métiers à mes microservices fonctionnels. Pour ça, il va falloir localiser les instances. Donc là, j'en ai mis un de chaque, mais il pourrait y avoir 3 instances d'order, 5 instances de stock, etc. On n'a pas envie de gérer ça à la main, d'avoir des fichiers de configuration quelque part. Donc là, le registry sert à ça. Au démarrage, il y a un petit peu de configuration. Nos microservices vont aller s'enregistrer. Par exemple, order, il va dire coucou, je suis une instance de microservice order, je suis sur tel host, tel port. Le registry conserve ça. En plus, il y a de la vérification. De temps en temps, il va vérifier s'il est toujours vivant, etc. Donc il y a une liste plutôt bien à jour. La gateway, quand il a besoin de déléguer un appel métier sur order, il va aller périodiquement demander au registry j'ai besoin d'appeler order, donne-moi la liste des instances. Donc donne-moi toutes les paires host, port. Évidemment, ça, il le met sous le coude, il le cache de son côté. Ensuite, la gateway peut appliquer son algo de load balancing sur les différentes instances. Donc ça automatise le load balancing sur les instances de microservices. Ensuite, on a nos microservices qui communiquent entre eux, par exemple en HTTP. Dans ce cas-là, on va avoir une brique supplémentaire qu'on peut embarquer dans chaque application
qui va nous servir à aller récupérer les infos du registre. Order peut appeler stock, mais on va avoir besoin de récupérer la liste des instances de stock à tout moment pour pouvoir appliquer son load balancing. Donc ça aussi, c'est une autre fonctionnalité. Là, c'est du Spring Cloud Netflix. Enfin, un dernier maillon qui peut nous intéresser, c'est le config server. Par défaut, nos applications Spring Boot embarquent leur configuration dans le application.properties ou application.yaml. Ça peut nous satisfaire, mais on peut, si on veut, le sortir dans un serveur. Lui, il va aller lire cette configuration-là depuis Git, le file system, ce qu'on veut, et il va l'exposer en HTTP. Il y a deux intérêts à ça. C'est que, un, ça va permettre à des ops de pouvoir modifier la configuration si jamais ils en ont besoin, en modifiant Git, sans devoir modifier l'application. Et deux, ça permet avec la bonne config de pouvoir configurer du redémarrage automatique quand la configuration change. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et on va détailler ça dans la suite. Alors j'ai écrit une application d'exemple, vous pouvez la trouver sur GitHub. Donc là, vous voyez globalement la structure, donc c'est buildé par Maven. Donc vous reconnaissez nos différents microservices, donc le registry par exemple, c'est une application Spring Boot. Alors le config serveur, facile à mettre en place, donc il y a une dépendance, une classe main, c'est une application Spring Boot, avec une petite annotation, il y a le config serveur. Et puis ensuite un peu de config. Je suis désolé, j'ai pris un fond noir. J'ai pas pris le mot. Et un peu de configuration dans mon cas. Là, j'ai choisi d'avoir un répertoire de configuration qui sont embarqués à l'intérieur de l'application. On aurait pu utiliser le file system ou Git si on avait voulu. Dans mon cas, l'appli, voilà la tête que ça prend. À l'intérieur des sources, j'ai un répertoire avec les fichiers config. Donc là, vous remarquez, le deuxième de la liste, c'est application.yaml. Ça, c'est la configuration qui est globale et commune à tout le monde. Et ensuite, on a des fichiers de configuration qui sont spécifiques. Donc pour order, ce que je vais compter, c'est d'abord l'order.yaml, et ensuite c'est l'application.yaml. Si on est curieux et qu'on veut savoir ce qui se passe, on peut l'appeler à la main, regarder ce que ça donne. Donc voilà par exemple une URL pour la configuration du service order avec le profil par défaut. Donc on voit les deux blocs de config. On voit en bas la configuration globale. J'ai rajouté des choses concernant Zipkin, on va en parler un petit peu plus tard. Une configuration de log, l'adresse du registre. Donc dans le config serveur, je dis le registre il est à tel endroit. Là, typiquement, le modèle que j'ai choisi, c'est un microservice qui démarre, il se connecte au config serveur, il récupère toute sa config, et deux, il va aller s'inscrire auprès du registre. Voilà comment il récupère les coordonnées du registre. Et le bloc supérieur, la configuration qui est propre au service order. Dans mon cas, c'est la configuration pour la base H2. Le service registré, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Une dépendance, un main, c'est à peu près tout. On le lance, il a une interface utilisateur. Donc là, sur ma machine, j'avais tout lancé. Vous voyez, il nous permet de voir donc, depuis combien de temps il est là. Et sur la partie basse, vous avez toutes les instances de microservices qui tournent. Dans mon cas, il y en a une de chaque. Et il y en a même deux instances pour le microservice de stock. De la même façon, si on est curieux, on peut aller voir son appli. Donc on voit des choses intéressantes. On voit le host, le port, l'adresse IP, etc. On a plein d'autres informations. La dernière fois qu'il a été considéré détecté vivant, par exemple. Et puis, vous voyez aussi un bloc de metadata. Donc ça, c'est intéressant, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, juste rappelez-vous qu'au niveau du registre, on a la possibilité d'avoir des métadonnées. Après, nos microservices métiers. Alors, ils sont un petit peu plus conséquents quand même. On a plusieurs dépendances pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités. Une dépendance pour accéder au config serveur, une dépendance pour le registry, et ensuite, pour avoir les communications entre nos microservices, il y a deux dépendances. Le load balancing, les circuit breakers, je vais les détailler, plus un tout petit peu de configuration de démarrage. Chaque microservice, on doit lui préciser son nom, c'est comme ça qu'il va aller s'enregistrer, et je suis une instance 2. Et on lui donne une première URL, c'est celle du config serveur. À partir de là, tout va dérouler. Alors, pour les communications entre nos microservices. C'est à peu près lisible. Donc, pour nos communications entre microservices. Donc là, dans mon exemple, j'ai utilisé le bon plus REST template de Spring, mais avec Feign ou la client, ce serait à peu près la même chose. Donc, dans un coin, je lui définis un REST template. Donc là, j'en construis un à la main, je le file à Spring. Et je rajoute une annotation, load balance.
Ça, c'est suffisant pour que Spring intègre dans ce web client, dans ce REST template, pardon, toute la logique d'appel au service registré et toute la logique de load balancing. Donc là, ma méthode métier, en fait, c'est create-order, la méthode qui va être appelée par le microservice de gestion de commandes pour pouvoir créer une commande. Donc j'ai abrégé le code. On voit qu'il va commencer par, on peut passer un objet order, il va commencer par appeler le service de stock. Donc là, vous remarquez que dans l'URL, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de port. Ça, c'est stock, c'est juste le nom du microservice. Ça, plus la notation load balance, ça suffit pour s'intégrer au registry et bénéficier du load balancing. Donc d'avoir une liste à jour d'instances et le load balancing. Ensuite, il y a le reste de mon algo métier. Là, je l'ai abrégé. Plus le fait que, eh bien, une fois que cet appel est fait, une fois que j'ai vérifié qu'il y avait suffisamment de stock que je l'ai mis à jour, ma commande, je la considère validée et je la sauvegarde. Le load balancing. Ensuite, le circuit breaker. Donc, c'est les étapes 3 et 4. Je peux en plus essayer de rendre mes communications un peu plus fiables. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si mon service de stock ne répond pas ou s'il répond lentement? Ça va pénaliser cette requête-ci, donc cet appel reste là, va être plus lent. Et puis tous les appels suivants aussi, si mon service de stock, ou tous mes services de stock répondent lentement pendant un certain temps. Le circuit breaker, il va servir à décorréler l'appelant de cette méthode-là. C'est-à-dire la première fois où ça va mal se passer, ça va en plafonner un certain timeout que j'aurais configuré. Ou s'il y a une exception au runtime à travers cette méthode, le circuit breaker va s'ouvrir. C'est-à-dire que les appels suivants ne vont pas se faire en exécutant cette méthode, ça ne va pas rentrer. À la place, dans mon cas, ça va appeler la méthode de secours, create order fallback. Dans mon cas, fonctionnellement, ça avait du sens. Si je ne peux pas mettre à jour le stock, quand je mets à jour le stock, ça me permet de valider automatiquement la commande. Si je ne peux pas le faire, mon traitement palliatif, c'est de dire ce n'est pas une commande validée, c'est une nouvelle commande, et je la sauve en l'état. C'est pas grave. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va couper, le circuit breaker va s'ouvrir pendant une minute, c'est en temps paramétral, puis au bout d'une minute, il va se refermer automatiquement. C'est-à-dire que le prochain appel, au-delà de ce temps-là, va se faire à travers le code métier. Il va vraiment essayer de faire l'appel reste. Ça va peut-être bien se passer, ça va peut-être mal se passer. Et ça permet de protéger l'application contre des défaillances temporaires. Là, vous avez le load balancing et le circuit breaker qui sont intégrés de façon assez agréable à utiliser dans l'application. Maintenant, la gateway. La gateway, pareil, une dépendance, un main, avec un peu plus de configuration, vu qu'on va lui donner les règles de routage sur le microservice. Là, dans mon cas, il y a 2 règles de routage. Si je prends la dernière en bas, vous voyez les 4 dernières lignes, je lui dis passe égal, donc toutes les requêtes qui sont de la forme API/article quelque chose, tu vas les load balancer, URL de .lb, load balance, sur mes microservices de stock. Donc c'est aussi simple que ça. Et je peux définir mes règles. Et donc ce qui n'est pas exposé sera considéré privé. Après, la gateway, elle a d'autres fonctionnalités. Il y a plein de règles de routage. Là, par exemple, on peut router sur des cookies. On peut faire la différence entre des utilisateurs sur la base de cookies, router certains utilisateurs sur des nouvelles fonctionnalités, des autres sur des anciennes fonctionnalités. On peut avoir des variantes de microservices. On peut faire du canary, par exemple. Sur la base de header, sur des règles de host, sur des dates. Avant, après, pendant telle plage de date. Donc on a des règles assez fines. Et du coup, on l'écrit en YAML. On peut l'écrire, il y a un DSL si on veut, mais on peut l'écrire en YAML. Donc, du routage dans ma gateway, et il y a aussi des fonctionnalités de filtrage. Dans mon cas, un exemple de filtre simple, ce que je voulais, c'est au niveau de la gateway, rajouter un log qui me log la durée des requêtes quand elles sont plafonnées à un certain seuil. Donc avec un exemple sur la ligne supérieure. Donc voilà un exemple de composant. Donc je déclare mon composant, je lui donne un ordre, il implémente la bonne interface, là c'est Global Filter. En 2, je l'ai rendu paramétrable, donc il y a un certain seuil. Et ensuite, il y a la méthode de filtrage. Alors c'est basé sur Reactor dont parlait Arnaud tout à l'heure. Donc vous voyez le type de retour, c'est un mono de void, c'est le type de la API réactive. Donc j'ai commencé par prendre le temps courant, puis déléguer la méthode, filter exchange, et ensuite do after terminate. Une fois que c'est terminé, donc je prends la nouvelle mesure de temps, je calcule la différence, et si ça dépasse le seuil, je fais un log. Vous voyez, c'est une API qui est assez agréable. Après, c'est un cas simple. Donc on a vu les briques de base, le config server, le service registry,
la couche de com à l'intérieur de mon application, le balancing et circuit breaker, la gateway. Là maintenant, on arrive sur le bonus. Les traces distribuées. Notre application est distribuée, donc on va loguer les messages. Par contre, à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de suivre ce qui se passe dans l'application. Tracer l'utilisateur quand il est passé par tel microservice, puis tel microservice, parce que, par exemple, il y a une exception, parce que ça n'a pas fonctionné. On sait collecter tout ça dans notre élastique préféré. Par contre, pour pouvoir suivre les appels, ce serait quand même bien pratique d'avoir quelque chose qui sache générer des numéros de série dans les logs. Ça, c'est ce que nous apporte Zipkin. Alors pour ceux qui connaissent, là, je ne vais pas faire la différence entre Slus et les Zipkin. Je vais juste parler de Zipkin. Donc ce que ça fait, c'est basé sur des headers HTTP standards. Concrètement, quand une requête rentre, Spring est capable, une requête HTTP disons, il est capable de voir s'il y a les bons headers. S'il n'y a pas les bons headers, il considère que c'est une nouvelle requête, donc on rentre dans le système. C'est ce qui se passe au niveau de ma gateway. Et à chaque fois qu'il y aura une requête qui va sortir, il va propager, il va ajouter automatiquement ces headers dans la requête HTTP sortante. Donc c'est comme ça qu'il les propage de microservice en microservice. Il supporte un grand nombre de protocoles de communication. Concrètement, c'est bidon à mettre en œuvre, on a juste une dépendance à tirer et c'est automatique. À partir du moment où on utilise les fonctionnalités de communication, les protocoles supportés par Spring. Si jamais vous aviez besoin d'utiliser un protocole de communication qui n'est pas supporté, je ne sais pas, JMS, si JMS n'est pas supporté, je n'ai pas vérifié, vous avez une API pour pouvoir récupérer ces identifiants et vous pouvez vous-même vous le propager. Donc il le propage et aussi, évidemment, il le rajoute dans les logs. Dans notre cas, il rajoute 4 informations. Le premier, c'est le nom du microservice. C'est pour ça que quand on les collecte, on peut voir lequel c'était. Le deuxièmement, c'est l'identifiant de trace. Donc la trace, c'est toute cette succession d'appels. Donc vous voyez là, le 8 dBA, il est présent partout. C'est ça, ma séquence d'appels entre mes différentes JVM. Le troisième, c'est l'identifiant de span. Un span, c'est juste un maillot dans la trace. En gros, c'est un microservice. Et vous voyez par exemple que la gateway, son span, c'est la trace globale. C'est lui le point d'entrée. Et le dernier, j'ai pas envie d'en parler. Maintenant, donc ça permet d'avoir la corrélation de logs. Donc on collecte les logs, on peut les grepper, on peut les filtrer, c'est intéressant. Après, ce qui serait encore plus cool, c'est de pouvoir balancer ça dans un serveur et d'avoir une vision graphique du séquencement d'appels. Donc ça, c'est Zipkin. Donc ce que je vous ai montré précédemment, c'était juste une librairie qui était embarquée dans l'application. Elle ne communiquait pas. Si en plus, j'ajoute un petit peu de configuration en bas, donc je lui donne le nom du serveur. Okay. Là, dans mon cas, le nom du serveur, c'est en plus quelque chose qui passe par l'enregistré. Donc je n'ai même pas besoin de lui donner le vrai nom. Il va être juste lui déclaré dans l'enregistré, on va le trouver. Et il y a un deuxième paramètre qui est important, c'est en fait la quantité d'informations qu'on va envoyer au serveur. Un, ça veut dire tout, donc on lui balance tout. En dev, ça peut être utile. Par contre, en prod, vous n'avez pas forcément envie d'envoyer 100% des traces à votre serveur Zipkin. Si vous voulez envoyer que 5%, ce sera 0.05. Et donc le serveur Zipkin, voilà ce qu'il va m'afficher, par exemple, quand j'exécute une requête. Donc, vous voyez le séquencement des appels. Donc, vous avez la durée et vous avez les décompositions. Voilà, pour info, la partie grise, c'est le gras. C'est-à-dire entre le moment où on est sorti du père et le moment où on rentre dans le fils. Donc là, il y a la latence réseau, par exemple, et puis il y a du gras Java avant qu'on tombe sur l'intercepteur qui va aller extraire les headers. Suivant l'ordre des intercepteurs, si le filtre de sécurité Spring il est avant, il va être dans la zone grise, par exemple. Donc ça, c'est agréable. Et c'est taillé pour la prod. En prod, on va réduire un petit peu le pourcentage. Après, ce qui pourrait être aussi vachement sympa, ce serait d'enrichir le truc pour pouvoir intercepter aussi les appels des méthodes métiers. Donc ça, c'est pas fourni de base. Ça nécessite un gros effort, une vingtaine de lignes de code. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut intercepter tous les appels sur les méthodes métiers et le rajouter dans la trace. Il y a une API pour ça, qui permet de l'écrire. Donc là, vous voyez, c'est passé par la gateway, ensuite order, qui est passé par telle méthode métier, donc le contrôleur qui a délégué au service. On voit strict, le circuit breaker, on le voit, qui a délégué à l'autre appel, etc., etc., jusqu'aux opérations de persistance. Donc là, c'est les repositories de Spring Data JPA, on les voit. Donc là, on voit par exemple qu'il y a eu 2 accès à la base de données, ici. Alors là, c'était le service de stock. Lui, le stock, c'est du Mongo. Donc il y avait une lecture et une modification. On va chercher l'article et puis ensuite on décrémente le nombre d'instances. Et la base order, lui, c'est du relationnel. Donc
Donc pour info, comment ça se met en place? Donc voilà le code. Donc à la base, c'est un intercepteur string. Vous le voyez par la notation color. Okay, et puis en haut, c'est un aspect. Donc lui, là, je l'ai configuré pour qu'il intercepte tout ce qui est comme ADLE6. C'est le package de base de mon application. En 1, j'injecte l'objet tracer. Donc ça, c'est ce qui permet d'utiliser l'API du client de Ziply. Ensuite, il y a un petit peu de logique 3 pour récupérer la méthode courante. J'initie une trace. Donc je fais un span. Donc je start. Il y a un try finally pour pouvoir appeler la méthode et ensuite fermer avec une petite gestion d'erreur. Donc en gros, il y a le start au début, le finish à la fin, et c'est à peu près tout. Donc voilà comment je peux intercepter toutes les méthodes. Dans la réalité, j'ai rajouté un tout petit peu plus de code, je l'ai rendu débrayable. Donc il y a un paramètre, je peux passer à true ou à false. En dev, il va être à true et en prod, il va être à false par exemple. Donc on peut créer un tout petit peu plus, il y a pour de vrai il y a 5 lignes de code. Donc voilà un petit peu. Et on va regarder comment ça tourne. Alors là, je vais prendre. Okay. Alors, j'avais un peu montré qui me permettait de remettre la base à 0. Voilà. Ensuite, je peux voir les commandes. Là, les commandes, pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'ai tout reset. Le stock, il y a 3 types dans ma base de données. 1000 CD, 1000 Sharp et puis 1000 Blender. Okay. J'ai un service qui me permet de générer une commande. Donc là, je vais jouer ma commande. Je vais aller sur le petit. Je vais devoir réduire un petit peu. Donc, je le rafraîchis, je demande les derniers. Donc là, c'était ça, ma pile d'appel. Vous voyez, je peux browser, je peux lui demander par microservice. Je veux par exemple toutes les traces qui passent par tel microservice, entre telle date et telle date, celle qui dure plus de, etc. Et après, je vois le détail de ce qu'on avait. Donc là, dans mon cas, les 2 accès Mongo ont pris 2 millisecondes et demi, l'accès H2 6 milli, et puis on voit la ventilation. On peut cliquer pour avoir le détail s'il y a besoin, etc. Donc c'est quand même agréable à utiliser. Après, ceux qui sont intéressés par ce genre de produit, c'est évidemment sur open source. Après, il y a des produits commerciaux qui vont beaucoup plus loin, qui permettent de faire de l'analyse, etc. Mais en l'état, collecter des traces, distribuer, puis les représenter de façon graphique, très facilement intégrable, c'est franchement agréable. Et le deuxième bonus, c'est Spring Boot Admin. Alors, on s'éloigne un petit peu pour parler du microservice, simplement c'est quelque chose qui est franchement agréable à utiliser. Donc c'est une UI, je crois que c'est l'Angular, au-dessus des actuateurs de Spring Boot. Donc ça vous offre une interface graphique interactive qui vous permet de voir l'état de vos différents microservices. Vous connaissez les actuateurs, donc si vous connaissez les actuateurs, c'est basé dessus. Évidemment, ça sait se brancher sur le service registré. Donc là, on voit toutes mes instances de microservices. Dans mon cas, donc admin, gateway, order, etc. Admin, c'est lui, donc il se voit en fait. Donc stock, il y a 2 instances, et puis on voit les autres. Donc j'ai une capture d'écran, puis ensuite je vous ferai un petit bout de démonstration. Donc là, voilà par exemple une des pages. Donc on voit des informations. Donc là, c'est la synthèse. Donc depuis quand l'application elle est debout, le temps total passé dans le garbage collecting, un petit résumé du heap et du purgen, le nombre de threads. Donc il y a plein d'infos intéressantes. Et puis c'est agréable à utiliser et agréable à intégrer grâce au service registry. Donc on va regarder un petit peu. Donc là, je vais lancer. Je ne l'ai pas lancé. Hop, on a requitté. Dès qu'on a requitté. Ouais, c'est autre chose.
donc là on voit mes instances, order, stock. Ok, donc là par exemple, on va aller sur order. On peut voir par exemple, ben là, ça... Ben, je vais laisser combien là? Oui, il n'y en a plus. Ok. Donc il y a le wallboard, donc c'est tout sympa, on peut afficher sur un écran quelque part qui permet de voir l'état global. Et ensuite, deuxième tentative, ça va finir par venir. Voilà, il affiche des métriques, etc. C'est sympa. On peut voir tous les bin springs, regarder comment ils sont configurés, la config de l'application. On peut configurer à chaud les loggers, ça aussi c'est appréciable quand on a besoin de savoir ce qui se passe. Et puis, il y a aussi, c'est les actuateurs, hein, si vous connaissez, c'est juste une vue graphique sur les actuateurs. Tous les endpoints HTTP de mon application. Et puis, les requêtes HTTP qui ont été jouées sur l'appli avec des métriques et des statistiques plutôt légères. Ça ne vaut pas un Prometheus, mais c'est quand même agréable à utiliser. C'est écrit en Java, ça s'intègre bien. Moi, du coup, ça me parlait, c'était facile. Et c'est bon pour moi, voilà ce que je voulais vous présenter. Le noyau principal de Spring Cloud, config server, service registry, gateway, plus les lignes de communication avec le circuit broker, plus deux outils, moi, qui m'ont parlé, Zipkin, Spring Boot Admin. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute.